Il est évident que cette rencontre se tient 2 jours après le voyage du Premier ministre à Washington. C'était effectivement une réponse à une demande pressante de l'administration américaine qui a bien enregistré que le gouvernement n'avait pas de mandat pour poursuivre le processus de paix, mais qui par contre a demandé au gouvernement israélien de faire en sorte que la vie, l'économie des Palestiniens soient facilitées. Philippe Vellia, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, je voudrais revenir avec vous, d'abord peut-être un mot sur cette rentrée des classes. Vous pensez que c'était indispensable de la faire le 1er septembre, comme le souhaitait la ministre de l'Éducation nationale, qui a dit ce matin qu'elle pensait avant tout à l'aspect moral des choses, le maintien de cette rentrée des classes pour ne pas déboussoler les écoliers et lycéens, ou alors finalement on aurait dû peut-être attendre encore un peu, peut-être après les fêtes? Moi, je crois qu'on aurait dû attendre un peu. On a vu hier les chiffres de contamination qui sont très élevés et on sait que à chaque fois que les élèves rentrent en classe, eh bien, ils rapportent ensuite chez eux un taux de contamination et le nombre de contaminations va progresser dans les jours, dans les semaines qui viennent, alors que grâce au 3e vaccin, la situation était en voie de maîtrise. Donc moi, je pense qu'il y a un risque peut-être excessif qui a été pris. De toute façon, il y a aussi un autre débat derrière. Pourquoi faire rentrer le 1er septembre des enfants alors qu'à cause des fêtes, il n'y aura que 9 jours de cours en septembre? Mais là, ça pose une autre question qui est posée depuis très longtemps. Beaucoup de gens proposent que les élèves étudient, que l'année scolaire se termine fin juillet et que les grandes vacances aient lieu en juillet, en août et en septembre pour éviter cette situation. Mais on sait que les syndicats d'enseignants ne sont pas favorables à cette solution et beaucoup de parents non plus parce que souvent ils programment une semaine de vacances en juillet, mais peut-être qu'un jour il faudra en venir à ça. Alors, je voudrais revenir avec vous sur le rapport du contrôleur de l'État d'hier qui, justement, se montrait critique envers le gouvernement Gantz-Netanyahou. Netanyahou-Gantz, ce fameux gouvernement d'union nationale ou de parité, qui, selon le rapport du contrôleur, eh bien, n'aurait pas rempli ses fonctions comme il le fallait, des carences dans de multiples domaines, dans la fermeture de l'aéroport, dans la gestion de la crise, le temps mis par ces gouvernements pour nommer un projecteur, ce que l'on appelle un coordinateur national de lutte contre le coronavirus. Est-ce que finalement ce rapport il n'est pas finalement très dur envers un gouvernement qui finalement est confronté à une situation sans précédent? Alors le rapport est dur effectivement parce que il se focalise sur la gestion de la crise avant les vaccins. Alors, on sait qu'une fois qu'il y a eu les vaccins, tout le monde, y compris d'ailleurs à l'extrême gauche, tout le monde s'est félicité de la gestion par Benjamin Netanyahou de cette campagne de vaccination. Mais ce qui s'est passé avant, effectivement, était critiquable. C'était critiquable de 2 points de vue. C'était critiquable d'abord du point de vue du processus décisionnel. On se souvient de ces réunions pléthoriques qui duraient des heures et des heures, parfois pour ne pas prendre de décision, et on reportait les décisions au lendemain avec toujours autant de participants, et donc cela ne facilitait pas évidemment la rapidité des décisions. Donc il y avait un problème de gestion gouvernementale qui n'était pas limité d'ailleurs au coronavirus. On sait très bien que ce gouvernement dit l'Union nationale n'a jamais vraiment fonctionné de façon satisfaisante. Et puis il y a un deuxième problème, et c'est là où on rejoint la question de l'aéroport, c'était cette question de gestion différenciée de la pandémie selon les situations. Là, on a accusé le gouvernement Netanyahou d'avoir introduit dans le processus de décision des considérations souvent politiques. On sait par exemple que pendant l'été dernier, il eût été raisonnable de prendre des mesures particulières dans les villes ultra-orthodoxes qui étaient particulièrement contaminées, et on n'a pas voulu le faire parce que pour des raisons politiques, Benjamin Netanyahou a toujours eu besoin des voix des ultra-orthodoxes et donc il ne voulait pas se fâcher avec eux. Donc on a eu ces 2 phénomènes, gestion processus décisionnel aggravé par des phénomènes bureaucratiques et des rivalités politiques à l'intérieur de cette coalition à l'époque, et puis aussi ce refus d'une gestion différenciée. Donc
Il y a eu des problèmes jusqu'à fin de l'année, jusqu'en décembre 2020, et puis à partir de janvier 2021, il y a eu la campagne de vaccination avec le succès que l'on sait. Alors, on avait un petit peu oublié ces difficultés de la première période, mais bon, le contrôleur du gouvernement a toujours eu une lecture des événements a posteriori, et donc il rappelle également ce qui s'était passé avant. Alors, justement, en se référant à ce rapport qui dit qu'il y a eu apparemment une forme d'ingérence politique, des questions politiques qui se sont immiscées, on va dire, dans les problèmes sanitaires. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est le contraire aujourd'hui? C'est-à-dire, il y a aussi une ingérence politique, mais dans l'autre sens aujourd'hui, dans certaines décisions qui sont prises, comme par exemple cette décision de placer les fidèles qui veulent aller au mur occidentale en cette période de fête de Tishri, pour les slichot en particulier, des dizaines de milliers de fidèles, de réduire leur nombre à 8000 personnes, de remettre des fameuses capsules. C'est le seul endroit dans tout le pays où il y aura des capsules, alors que parallèlement, eh bien, on voit que les salles de concert continuent à afficher complet, qu'il n'y a pas il n'y a pas de capsules dans ces salles de concert, que même sur le mont du Temple, les fidèles musulmans qui veulent prier le vendredi, eh bien, peuvent prier librement et mettre des dizaines de milliers sans restriction. Pourquoi ces deux poids et deux mesures? Est-ce que c'est justement là, ce n'est pas le cas parce que c'est justement un gouvernement qui ne compte pas d'orthodoxes en son sein? Non, je ne crois pas que ce soit dirigé contre les ultra-orthodoxes. Alors d'abord, dans les salles de concert et les autres, je suis allé au théâtre hier soir, par exemple, un contrôle très strict du passeport sanitaire. Vous ne pouvez pas rentrer, on vous met un petit bracelet, et bien évidemment, à l'intérieur de la salle, tout le monde doit porter le masque. D'ailleurs, les employés du théâtre, dans tous les cinémas aussi, dans les rangs et regardent si les gens portent bien le masque et s'y couvrent bien le nez et la bouche. Bon. Il y a quand même une application très stricte. En ce qui concerne le cotel, le mur de lamentation et puis l'esplanade des mosquées, c'est vrai qu'il y a une différence. Pourquoi? Il faut bien se souvenir de ce qui s'est passé au mois de mai sur l'esplanade des mosquées, où il y a eu des incidents extrêmement graves. La police, c'est assez rare, est montée sur l'esplanade et surtout est rentrée à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa et a jeté des grenades lacrymogènes. Et ça avait joué un rôle très important dans la suite des événements et notamment dans les émeutes au sein des villes mixtes. Donc je crois que maintenant le gouvernement est très prudent s'agissant de l'esplanade des mosquées. En ce qui concerne le cotel, bon, ce sont des mesures sanitaires, je crois, assez normales. Alors que c'est en plein air, le cotel, il faut le rappeler peut-être. Oui, c'est en plein air, c'est vrai. C'est en plein air, mais il y a beaucoup de monde. Maintenant, sur l'esplanade des mosquées, il y a aussi une administration qui est concernée, qui n'est pas une administration israélienne, le Waqf, dirigé principalement par des Jordaniens, et peut-être qu'eux pourraient prendre des mesures pour éviter des taux de contamination importants. Alors, je voudrais qu'on revienne avec vous sur la rencontre du début de semaine entre Mahmoud Abbas et Benny Gantz. Est-ce que vous pensez que cette rencontre, elle a été programmée par Benny Gantz à des fins politiques, purement politiques de sa part, ou alors elle s'inscrit dans la volonté du gouvernement, après la rencontre entre Biden et Bennett, de donner une sorte de satisfecit à l'administration Biden afin qu'elle voit que bien ce gouvernement a tout de même de bonnes intentions envers les Palestiniens? On retient la deuxième hypothèse. Il est évident que cette rencontre se tient 2 jours après le voyage du Premier ministre à Washington. C'était effectivement une réponse à une demande pressante de l'administration américaine qui a bien enregistré que le gouvernement n'avait pas de mandat pour poursuivre le processus de paix, mais qui par contre a demandé au gouvernement israélien de faire en sorte que la vie, l'économie des Palestiniens soient facilitées. C'était l'objet de cette rencontre entre Benny Gantz et Mahmoud Abbas. Et pour mettre fin à une polémique, il faut savoir que Benny Gantz ne serait jamais allé à Ramallah s'il n'avait pas eu l'accord de Naftali Bennett. Alors pourquoi ça a été coordonné. Pourquoi les deux hommes se sont crêpés le chignon après hier, paraît-il, une rencontre très, très difficile entre les deux hommes? Apparemment, Benny Gantz aurait outrepassé ses prérogatives. Il serait allé plus loin dans les discussions avec Mahmoud Abbas que ne l'aurait autorisé Naftali Bennett?
C'est bien possible, c'est bien possible. Il faut bien voir que là, il y a un petit jeu politique. Naftali Bennett, un parti qui ne l'autorise pas même à avoir des contacts avec les Palestiniens. Alors que Benny Gantz est beaucoup plus libre de ses mouvements. Sur le fond, il y a une divergence entre les deux hommes politiques. Naftali Bennett est absolument hostile à un État palestinien et il est favorable à l'annexion au moins de la zone C, alors que Benny Gantz, il n'a jamais dit qu'il était favorable à la solution à deux États, mais vraisemblablement, il n'y est pas hostile. Donc il y a une véritable divergence politique entre les deux hommes, au sein de la coalition d'ailleurs, c'est beaucoup plus large que ça. Au sein de la coalition, vous avez des partis de droite, des partis du centre et des partis de gauche. Les partis du centre sont assez favorables à ces contacts, les partis de gauche, eux, veulent aller jusqu'à la relance du processus de paix qui se finaliserait par la création d'un État palestinien. Les partis de droite sont hostiles, alors avec des nuances, certains disent finalement on peut quand même avoir des contacts, on peut parler d'économie, on peut parler de beaucoup de choses, d'autres refusent absolument tout contact. Pourquoi cette rencontre a suscité tant de polémiques? Elle ne devrait pas susciter autant de polémiques si c'était une rencontre rituelle comme c'était prévu bien avant. Mais depuis 11 ans, il n'y avait pas eu de rencontre à ce niveau. Donc là, on renoue en quelque sorte avec une tradition qui avait été abandonnée, qui à mon avis avait été abandonnée bêtement, parce qu'il y a encore des accords entre l'autorité palestinienne et Israël, notamment dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'économie. Les accords de Paris, le volet économique des accords d'Oslo, sont encore en vigueur. On sait qu'il y a eu souvent des problèmes d'affectation de ressources, etc. Donc, moi, je trouve parfaitement normal que les parties se rencontrent, règlent ces problèmes, qui jusqu'à présent ne vont pas sur le terrain politique. Oui. Le problème, c'est que Mahmoud Abbas, évidemment, dans la discussion, a posé des questions politiques, notamment celui de l'extension des implantations, celui de la construction, celui de la conduite de la police et de l'armée surtout vis-à-vis des Palestiniens, puisque les Palestiniens disent que dans la dernière période, dans l'été, il y aurait eu une 40aine de morts, et ils reprochent à l'armée de soutenir beaucoup trop les habitants des implantations, ce qui n'est peut-être pas faux d'ailleurs, puisqu'on sait que le chef d'état-major, Pravi, a donné l'ordre à l'armée dans les territoires d'être un peu moins répressive, parce qu'on sent monter les tensions. Il ne faut pas oublier, ça justifierait à elle seule, à mon avis, cette rencontre. Il y a quelques semaines, on parlait de risque d'une troisième intifada due à cette tension croissante dans les territoires. Donc moi, je trouve bien que les parties se rencontrent, que la situation puisse être apaisée, et puis que les problèmes latents sur les financements, sur la coordination en matière de sécurité, etc., soient réglés. Je ne vois pas comment ils peuvent l'être sans rencontre. Eh bien, merci beaucoup Philippe Belilia d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Bonne journée et on en profite pour vous souhaiter Shana Tova. Shana Tova à tous.